J'adore fouiner. J'adore marcher, explorer. Je suis un gars curieux de nature. Et il y a quelques semaines, je marchais sur la rue Richelieu et je me suis arrêté à la boutique d'art du Vieux-Saint-Jean. Je suis tombé sous le charme. J'ai découvert les œuvres d'un gars du coin qui demeure maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Son nom, c'est Michel T. Desroches. Tout d'abord, Michel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci beaucoup, François. Ça fait un plaisir d'être ici. Michel, on qualifie tes œuvres d'abstraites, mais ce qui m'a frappé quand je suis rentré dans la boutique, premièrement, on le dit tout de suite, tu peins des visages. Oui. C'est pas ce que je vois d'habitude de peinture abstraite. Je regardais tes œuvres, ils sont venus me chercher. J'avais l'impression que ces visages-là me parlaient, me regardaient. Si je te demande, Michel, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, tes visages? Je crois que ce qui est spécial, mes visages, c'est qu'ils sont habités d'une certaine façon. Il y a quand même une âme à travers ça. Je crois qu'avec le temps, avec la pratique, j'ai quand même réussi à capturer un peu l'essence de la nature humaine puis essayer de le rendre en portrait. C'est des portraits qui suggèrent des visages, mais c'est sûr qu'il y a un côté abstrait, ce que je trouve intéressant parce que ça amène le spectateur à avoir un certain travail dans le regard puis à essayer de découvrir un peu tous les visages qui peuvent s'y dissimuler. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde tes œuvres, Michel, oui. C'est qu'on peut être 2-3 à regarder une peinture, on ne voit pas nécessairement la même chose. Exactement. C'est ce que je trouve intéressant parce que la vérité est un peu dans le regard de celui qui regarde, dans le sens qu'il peut voir un peu ce qui est prêt à percevoir. Même parfois, moi, quand j'ai terminé, j'ai des surprises parfois. C'est vraiment intéressant comme procédé. Oui. Et c'est souvent les yeux, oui. Le regard qui nous accroche. C'est voulu, j'imagine. Oui, dans le sens que, dès notre naissance, le premier contact qu'on a avec le monde matériel dans lequel on vit, c'est le regard de notre mère. Donc, à partir de ce moment-là, notre cerveau est adapté pour aller chercher de l'émotion à travers un regard. Donc, d'être capable de le transposer et de l'adapter à ma façon, je crois que ça l'interpelle le spectateur. Bon, des fois, Michel, on parle d'art abstrait, là, puis les gens à la maison vont s'imaginer qu'il y a une toile devant, puis tu y vas comme ça, puis tu dessines à peu près, là, puis ça va donner un résultat. Ouais. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est pas du tout de la façon que tu fonctionnes. J'aimerais ça que tu nous expliques comment tu arrives à faire un visage. Premièrement, avant même de faire un visage sur toile, il y a beaucoup d'études, de croquis, d'esquisses du sujet, du visage, que je vais souvent dans des cafés. Puis, qu'est-ce que je fais? C'est qu'avec le temps, j'ai acquis quand même une rapidité à croquer des visages sur le vif. Un peu comme un collectionneur de visages. Je me cache dans un café, puis là, je regarde les gens, puis c'est pas trop indisposant pour les gens parce que je vois quand même assez rapidement. Donc, je vais chercher l'essentiel du visage, de l'expression, puis à partir de là, je fais une construction un peu comme une série de visages qui se suit, qui s'interposent, qui se superposent un peu, puis ça fait comme des intentions de visage, des émotions. J'appelle ça les émotions libres, dans le sens que ça fait en sorte que ça l'interpelle. Puis le sujet, c'est que c'est vraiment de faire beaucoup de croquis avant même d'aller à l'exécution de l'œuvre. Donc, à partir de là, une fois que j'ai bien senti le sujet, que je crois que la composition est intéressante, là, c'est l'exécution. C'est un peu comme un musicien qui compose. Il va composer sur des feuilles de musique, mais l'exécution du tableau, c'est comme le faire en concert, là, à ce moment-là. Tu peux faire combien de croquis avant d'attaquer une toile? Souvent, une dizaine de croquis. De toute façon, c'est des éléments que je conserve, qui peuvent me servir pour d'autres toiles éventuellement. C'est vraiment des références à ce moment-là. Parce que lorsqu'on rencontre Michel T. Desroches, on le voit toujours avec du papier et un crayon. On le voit toujours en train de dessiner. Tu es en train de me dire que tu gardes tous tes croquis? Oui, je les garde pour des références futures ou même des fois, je peux comme m'influencer de certains croquis que j'ai faits il y a quelques années. C'est des compositions qui peuvent toujours servir même à un moment donné. C'est drôle parce que dans ma démarche, à un moment donné, le fait que j'ai été découvert par un agent en Californie, c'est que justement, j'avais beaucoup de croquis, puis j'ai décidé de les éliminer. Puis j'ai commencé à les déchirer.
Puis là, en les déchirant, je me suis rendu compte que j'avais des parties des yeux, des bouches, des nez. Puis là, j'ai fait un collage avec ça. Puis ça a donné lieu à vraiment quelque chose de très, très intéressant. Puis j'avais partagé ça sur les réseaux sociaux. Puis à travers ça, à un moment donné, j'ai un agent de la Californie qui m'a contacté, qui me dit qu'il serait intéressé à me représenter en Californie. Donc, des fois, c'est des accidents comme ça. C'est drôle. Ben, justement, je suis curieux. Comment on devient peintre? Toi, c'est quoi ton cheminement? Mon cheminement, bon, j'ai une formation. J'ai un bac en art visuel de l'UQAM, finissant en 2007. C'est un retour aux études. Moi, j'ai travaillé quand même pendant 10 ans dans l'imprimerie. Donc, les couleurs, je connais ça, les mélanges, tout ça. À un moment donné, je faisais des vernissages, des expositions, mais dans mon CV, je trouvais qu'il manquait un élément quand même important. Les études, je crois que c'est assez important. Il faut avoir un discours de ce qu'on fait, il faut être capable de l'expliquer, il faut être capable d'en parler. Puis l'université, c'est ce que ça m'a donné. Ça m'a donné des mots à mettre sur ce que je faisais. Donc, à partir de ce moment-là, bon, suite à mon bac, j'ai travaillé quand même 10 ans aussi en santé mentale comme art thérapeute. Là. J'aidais les gens, j'animais des ateliers avec des gens qui ont une problématique en santé mentale. J'ai fait ça pendant 10 ans. Peut-être un peu que les entités ou les personnages habités de mes visages, peut-être que c'est comme... Ça provient peut-être de là, je ne sais pas. Il y en a qui me disent souvent... Je me souviens que dans les débuts de ma pratique, les gens disaient un peu que c'était comme un peu effrayant, un peu... C'est vrai qu'il y a certaines de tes peintures qu'on regarde, puis je suis pas sûr, dans un salon le soir, quand tu descends à 2 heures du matin pour prendre ton verre de lait, là, ça doit être assez... Ben depuis 2 ans, depuis que je fais affaire avec un agent en Californie, ça a beaucoup changé. Puis aussi depuis que je travaille plus en santé mentale. Après 10 ans, moi, en tant qu'artiste, je me considère comme une éponge. Puis après 10 ans comme intervenant, puis en santé mentale, tout ça l'use à un moment donné. Il y a comme, à un moment donné, on n'est plus aidant tant que ça. Fait que j'ai décidé de me lancer vraiment là, sans filet en art à temps plein. Est-ce que le fait d'avoir travaillé justement avec des personnes qui ont des troubles mentaux, art thérapeute, qu'on pourrait presque dire, est-ce que tu penses que ça fait de toi un meilleur artiste? Ça me donne une profondeur dans le sens que je pense que quand je fais quelque chose, il y a vraiment... c'est authentique, puis en même temps, il y a une présence. Ça laisse pas indifférent, je crois. Je crois que les gens qui voient mon travail, soit qu'ils vont adorer ou ils aimeront pas, mais je préfère que ça soit dans polarisant à ce point-là, parce que sinon, ça laisse pas indifférent. C'est pas comme... Il y a une différence entre dire c'est intéressant puis c'est extraordinaire. Oui, exactement. Pour un artiste, souvent, c'est intéressant justement d'attirer l'attention. On aime ou on n'aime pas, mais au moins, on provoque quelque chose. Exactement. Je pense que ça doit faire réfléchir un peu. Les œuvres doivent provoquer une réflexion quand même. Moi, en tant qu'artiste, je veux pas que mes œuvres soient dans un salon puis qu'à un moment donné, elles soient effacées complètement, qu'on ne voit plus le tableau. Là. Les gens qui te connaissent, qui te voient travailler sans arrêt, parce que Michel T. Desroches, c'est un travaillant. Et je vous l'ai dit, je vous le répète, il est toujours en train de dessiner, de chercher ce qu'il veut trouver. Il paraît que tu produis à une vitesse incroyable. As-tu déjà calculé le nombre d'œuvres de peinture que tu as faites? Pas vraiment, ma blonde, oui. Mais non, mais dans le sens que je me rappelle quand j'ai déménagé, quand je suis déménagé, je veux dire, j'avais beaucoup de boîtes de carton avec des dessins remplis, là, des études, des choses comme ça. Je pense que je vais laisser un gros casse-tête à ma succession, mais de toute façon, c'est pas ça le but. Je pense que c'est un peu comme... Je pense que j'ai peut-être un toc, dans le fond, dans le sens que je me rends compte que je suis juste bien quand je dessine. C'est drôle à dire, hein? C'est comme... je me sens... C'est comme une sorte de méditation pour moi. C'est comme un peu les gens qui courent ou qui écrivent, qui sont bien lorsqu'ils se retrouvent justement devant leur feuille blanche puis qui commencent à laisser aller leur imagination. Puis tout ça, ça fait en sorte que maintenant, quand c'est fluide, quand je dessine, j'efface plus. Avant, j'effaçais. Je me souviens qu'au début, c'est vraiment de la pratique. Je me souviens qu'au début, j'avais des petites fiches. Puis là, j'ai commencé même avec des photos de référence dans la page nécrologique du journal. J'avais comme des personnes âgées. Je faisais leur visage. Puis, au début, j'effaçais beaucoup. Tu sais, je luttais pas mal. Puis là, aujourd'hui, c'est comme je regarde, puis ça y va sans hésitation. Là. C'est comme l'entraînement. Exactement, comme un sportif. En parlant de sport, justement. Oui. Écoute, moi, je t'ai découvert...
sur la rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans une petite galerie d'art. Oui. Mais ce que j'ai appris, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que Michel t'expose un peu partout, pas juste ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tes toiles voyagent à travers l'Amérique du Nord au complet. Oui, même en Chine, puis même, en Espagne. Oui? Oui. Écoute, t'as exposé à New York, à Los Angeles, sur Beverly Hills. Comment c'est, justement, lorsqu'on fait un tour dans ces galeries, des galeries d'art prestigieuses, puis on voit ces œuvres sur les murs? C'est impressionnant. D'ailleurs, dernièrement, je suis encore en ce moment exposé au musée du Montana, au Yellowstone Art Museum, une exposition qui a au-dessus d'une quarantaine d'œuvres d'exposés, des grandes œuvres. C'est drôle parce que moi, quand je fais mes œuvres, je les envoie tout de suite à mon agent à Anaheim, en Californie. Mm-hmm. Puis là, j'avais une exposition, il me dit « Rends-toi à Billings, au Montana, on a une exposition dans un musée pour toi, Là, j'arrive là-bas, puis c'est comme, j'ai vraiment pogné quelque chose. Là, parce que d'habitude, lorsqu'on se retrouve dans un musée, Michel, c'est parce qu'on est mort, on n'est pas loin. Là. Ça a fait cet effet-là. Mon agent me l'a dit, il me dit « Rares sont les artistes de leur vivant qui peuvent vivre cette expérience-là. » Parce que je suis rentré, puis il y avait un poster de moi à grandeur nature, avec des citations, des mots que j'avais dit, des phrases, J'avais l'impression de... Vivre un rêve? Vivre un rêve, exactement. J'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, pince-moi, là. Pendant peut-être 10 minutes, j'ai pas parlé. J'étais vraiment sous le choc un peu. Ça a fait... Et il y a plusieurs personnes qui visitent cette exposition-là. J'ai vérifié. Elle est très, très, très populaire. Ben, c'est le seul musée d'art contemporain du Montana, là. C'est quelque chose, je pense. Ben, c'est sûr et certain. C'est tout un exploit de se retrouver dans un musée. Oui. Quand tu as visité, quand tu as monté les grandes marches, puis tu as vu ta grande photo, puis surtout, là, quand tu es rentré dans la salle d'exposition, et là, tes 40 œuvres étaient sur place. Je retrouvais ma famille. C'est drôle à dire. J'ai l'impression que c'est des parties de moi que j'envoyais à Anaheim, mais les revoir tout d'un coup, le corpus d'œuvres, ça a fait quelque chose, ça m'a frappé, ça a fait... Parce qu'on travaille, mais on ne voit pas vraiment le résultat d'une façon frontale. Là. On ne voit pas tout ça d'un coup. Là. Mais là, ça a vraiment... Le fait d'absorber ça, de les voir toutes monter d'une façon quand même très, très muséale, c'est comme on a l'impression qu'on est dans un musée qu'on visite en Europe, mais c'est son travail qu'on retrouve sur les murs. C'est même, on y croit pas. Même des fois, tu te dis, c'est moi qui ai fait ça. C'est drôle, c'est dur à croire des fois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, entre autres au musée de Montana, de regarder une œuvre, puis là, il y a des gens qui sont en train, puis là, tu entends les commentaires. C'était vraiment... quel genre de commentaires, puis qu'est-ce que ça te faisait à toi? J'ai eu des commentaires un peu... vraiment, ça me faisait quelque chose, parce que des fois, les Américains, ils ont quand même le tour, des fois, de s'exprimer d'une façon très, très extravertie. Disons, ils exagèrent des fois. Moi, je trouve que des fois, ils peuvent exagérer, mais en tout cas, ça, c'est drôle, mais des fois, ça l'a fait comme... Ça a fait un effet dans le sens que je me disais, wow, là, il faut redescendre un peu. À un moment donné, quand je suis revenu à Saint-Jean, j'ai dit, là, on redescend un peu parce que c'est. Ça doit être difficile. Tu viens d'aller voir un musée, tu es exposé, les gens n'ont que de bons mots pour les œuvres que tu as faites. Et là, finalement, tu reviens à Saint-Jean-sur-Richelieu puis tu dis, bon, il faut se remettre au travail. Exactement, oui. On retombe sur ses deux pieds rapidement. Tu deviens un peu incognito parce que, bon, à Billings, de Saint-Jean, quand j'étais là-bas, je me souviens que, bon, j'ai fait des interviews à la radio pour les journaux locaux, des choses comme ça, puis il y avait des posters de moi un petit peu dans le centre-ville, des choses comme ça. Fait que c'est drôle parce que, en même temps, j'ai vécu la même chose quand j'étais à Beverly Hills pour mon vernissage en juin 2018. Parce que Los Angeles, c'est déjà quelque chose. Hollywood, mais lorsque vous êtes à Beverly Hills... il y a de l'argent là-bas. C'est des grandes vedettes qui sont là. Le fait de te retrouver dans une galerie d'art là-bas, c'est un autre monde complètement, Michel. Effectivement, oui. Parce que je me souviens que quand j'ai fait mon vernissage, parce que je suis représenté par la galerie Winslavin Fine Arts, qui est une galerie qui a pignon sur rue à Beverly Hills, sur Santa Monica Boulevard. Okay. Donc, moi, j'ai des œuvres en permanence dans cet endroit-là. Puis je me souviens que quand j'ai fait mon expo solo... il y a un collectionneur de l'Arizona qui m'a acheté 3 œuvres, dont une commandée de 15 pieds par 6 pieds.
Ça l'a fait. C'est la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé à Saint-Jean, vu que j'avais quand même un loft là, assez grand. Donc, je me suis permis d'exécuter cette œuvre-là que j'ai roulée, qui est maintenant chez le collectionneur en Arizona. Là. Lorsqu'on te fait une commande précise comme celle-là, un Américain qui a beaucoup d'argent puis qui dit « Écoute, Michel, je voudrais avoir ça », est-ce que ça met plus de pression? Non, dans le sens que je pense que je me suis assez pratiqué que maintenant, il n'y a pas grand-chose qui m'effraie au niveau de la réalisation ou de l'exécution. Dans le sens que si j'ai un plan de match, si j'ai un croquis de préparatoire, puis que tout va bien, puis j'ai l'espace aussi, je pense que ça va bien aller. J'ai pas de stress à ce niveau-là. Ben, vous voyez, c'est ça qui m'impressionne de Michel. Parce que des fois, tu parles à un artiste, puis la personne va te dire « Ah, ça vient de... C'est mon esprit, j'y étais. » Non, toi, c'est du travail, c'est de la pratique, c'est de l'entraînement. Et je me rappelle, lors de notre première conversation ensemble, Michel, tout de suite, tu as comparé ton travail au sport. Effectivement, oui. Et écoute, je suis un gars de sport, donc c'est venu me chercher immédiatement, mais pour m'expliquer la façon dont tu travaillais, de la façon que tu exécutais tes peintures, la façon que tu peignais, tu comparais toujours ça à de l'entraînement, à du sport. Ben c'est un sport. Moi, mon sport, c'est les pinceaux puis les crayons. C'est l'exécution. C'est comme un joueur de hockey qui se pratique à faire des lancers frappés. Moi, je pratique à faire des visages ou, à un moment donné, l'exécution, à force de répéter le geste et de le répéter sans cesse, à un moment donné, ça devient presque automatique. Donc, il n'y a pas... même des fois, je dessine puis je réfléchis pas vraiment. Ça y va tout seul, là. C'est drôle, hein, parce que, écoute, Michel, tu te promènes à Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis sûr et certain, on est tous comme ça, que les gens, des fois, nous reconnaissent même pas. Ils nous connaissent pas, ils savent pas ce qu'on fait dans la vie. Pourtant, tu es dans un musée, tu exposes à New York, à Los Angeles, à Madrid, même en Chine. Si je te demandais ton rêve, ce serait quoi exactement? Ben c'est drôle que tu parles de ça, parce que je me souviens que quand je suis revenu du Montana, c'est comme, moi, je me fixe tout le temps des objectifs. Puis à un moment donné, c'est comme, tu dis, done that. Tu sais, j'ai fait ça. Je l'ai fait. On passe à autre chose. Puis là, le prochain objectif, c'est que je vais essayer de pousser un peu plus mon propos, dans le sens que je vais essayer d'amener peut-être une réflexion plus intérieure face à ce que je fais, dans le sens que qui est comme une question, parce qu'en ce moment, je fais des séances photo avec Martin Chamberlain, du photographe de la presse. OK. Puis c'est un ami, puis on a décidé de faire des photos, sessions avec un modèle, puis des choses un petit peu plus personnelles, disons. Puis d'amener peut-être mon art à un certain niveau d'exécution plus, comment je pourrais dire ça, technique un peu. Est-ce que tu penses arrêter de faire des visages pour faire autre chose? Peut-être, mais en même temps, on s'entend que le sujet du visage est infini. C'est comme, il y a 5 milliards d'habitants sur la planète. Je pourrais faire 5 milliards de portraits d'une certaine manière, puis ça serait jamais le même, là. Est-ce que tu as peur d'être catalogué quand on parle de Michel T. Desroches? Ben, c'est le gars qui fait des visages. Oui, ben, je pense que j'ai un avantage sur certains points de vue, d'un certain point de vue, parce que moi, c'est de la façon dont j'exécute mon travail qui fait ma signature. C'est pas les sujets que je fais nécessairement. Je pourrais dessiner des chats, puis il y aurait une façon de faire. J'ai une signature au niveau de la ligne, du contour, trait de crayon. mon trait de pinceau, mon trait de crayon. Je pense que ça prend des années de pratique avant d'arriver à avoir une voix propre à soi, là. C'est vraiment... parce que, bon, en étant étudiant, j'ai été caméléon un peu. On essaie de faire du Picasso, du Miro, on se fait influencer, des choses comme ça. Puis ça serait mentir. Je pense que les artistes qui disent qu'ils sont aucunement influencés par personne, je pense que c'est un peu un mensonge, parce qu'on s'entend que je suis le résultat que mes yeux tout ce que mes yeux ont pu observer depuis ma naissance, c'est le résultat de ce que ça donne aujourd'hui. Donc, de dire qu'on n'a pas été influencé, c'est un peu drôle quand même. Et toi, ton influence, ça serait qui? Disons que Gustave Klimt, ça a été un peintre que j'admire beaucoup. Salvatore Dali, c'est sûr. Mais j'aime aussi Chile. Egon Schiele, lui, il est décédé très jeune, mais c'est son trait de crayon. J'aime la nervosité du trait, le côté... j'aime aussi Autodix aussi. Mm-hmm. Autodix, c'est assez intéressant. C'est un peu lugubre, mais quand même, c'est intéressant. Et Michel, lorsque tu te promènes dans des galeries d'art, quand tu vas voir des artistes, qu'est-ce qui t'attire? C'est la sincérité des œuvres, puis aussi en même temps, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est
la signature dans le sens que j'aime les traits graphiques. J'aime que ça soit très nerveux, habité, presque... comment je pourrais dire ça? Presque spontané. J'aime la spontanéité du geste aussi. Quand c'est trop léché, quand c'est presque photographique, ça m'intéresse moins un peu à ce moment-là. Ton rêve? Mon rêve, peut-être continuer à bien vivre de ce que je fais. Je pense que je ne pourrais pas retourner en arrière, donc je pense que je peux juste aller en avant. C'est ça qui est important. C'est sûr qu'au niveau, je me rends compte que je fais partie de peut-être 1% ou 2% des artistes qui en vivent bien quand même, donc je suis vraiment chanceux. Les planètes étaient bien alignées pour moi, mais en même temps, c'est une responsabilité. J'ai beaucoup de travail, puis je travaille fort pour rester à ce niveau-là aussi. Là. C'est ce que j'allais dire. Écoute, il n'y a pas de chance dans la vie. Hein. Tu l'as fait, ta chance. Tu as travaillé tellement fort pour arriver où ce que tu es là. Et lorsqu'on te connaît un peu, puis on te voit aller, tu es toujours en train de dessiner, travailler, essayer de trouver le trait de pinceau, de ligne qui va venir à faire la différence. Et moi, c'est ce qui m'a frappé lorsque je t'ai rencontré. Ben, c'est gentil. Michel, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Écoute, j'invite les gens, peut-être pas à la New York ou à Beverly Hills, pour aller voir tes... J'ai un site personnel, c'est Michel T. Desroches au commercial. Si vous allez sur Google, vous avez juste à googler mon nom, Michel T. Desroches, vous allez voir un site. Et allez faire un tour. Allez voir. Vous allez voir, là, il y a certaines peintures qui vont venir vous chercher. Il y a certaines peintures qu'on a l'impression que ces visages-là vous regardent, vous parlent. Ils ont quelque chose à dire. Ça vaut la peine. Michel, merci beaucoup, c'est gentil. Mais merci beaucoup, François.